Alors bonjour et bienvenue à cette troisième capsule sur le chapitre 6 dans lequel on va terminer les exercices que je vous ai présentés dans dans la dernière capsule. Donc il y avait un exercice, l'exercice 4, qui nous restait à voir ensemble. Donc on va regarder un petit peu comment résoudre ce type d'exercice-là qui, comme je vous ai expliqué, pas mal le niveau le plus élevé, le plus difficile que vous allez avoir comme exercice dans ce chapitre-là. Donc, on va regarder vraiment comment analyser ce type d'exercice qui a beaucoup d'informations, puis comment le décortiquer. OK? Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est toujours d'écrire, lorsque vous avez un exercice, de cibler qu'est-ce que vous cherchez. C'est quoi qu'on désire comme calcul, c'est quoi qu'on veut comme information. Puis après ça, vous pouvez aussi regarder qu'est-ce que vous avez, vous, comme information présentement. Donc, vous faire une liste. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est catégoriser vos informations. Par exemple, toutes les informations par rapport à l'ingrédient peuvent aller d'un côté, toutes les informations par rapport à la solution peuvent aller d'un autre côté. Comme ça, vous n'allez pas les mélanger. Parce que souvent, ce que je vois comme erreur, c'est que les gens vont commencer à utiliser les quantités en grammes de l'ingrédient pour la solution ou vice-versa. Donc, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on veut ici. Donc, ce qu'on nous demande, c'est quelle sera la température de congélation d'une bouteille de vodka de 38% volume en concentration en éthanol. Donc, l'éthanol, c'est le CH3, CH2OH. Donc, ça, c'est l'alcool qu'on retrouve dans les boissons alcoolisées. Et le solvant, c'est l'eau. Donc, on sait que la masse volumique de l'éthanol pur, c'est de 0,789 grammes par millilitre et celle de la vodka est de 0,920 grammes par millilitre. Donc, à l'aide de ces informations-là, on peut calculer la température de congélation. Donc, ce qu'on veut, c'est savoir c'est quoi la température de congélation. Évidemment, nous, on sait déjà que la température de congélation de l'eau pure, ça serait de 0. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut savoir pour la vodka, pour cette solution-là, quelle serait la température de congélation. Donc, on sait qu'il y a une différence entre l'eau pure et la température pour la solution une fois qu'il y a l'éthanol à l'intérieur. Cette différence-là, on sait qu'on peut la calculer. Donc, je vais vous présenter comment j'ai analysé le tout. Donc ici, pour cet exercice-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, bon, je veux calculer la température de congélation de la solution. Qu'est-ce que je connais? Je connais déjà la température de congélation de l'eau. Je sais que c'est de 0 degré Celsius. Pour pouvoir obtenir la température de congélation de la solution, donc il me manque juste de savoir c'est quoi le delta T congélation. Donc la différence de température de congélation, c'est la seule chose que je ne connais pas. Donc je sais que je dois la calculer. Donc je suis parti de la fin. Je me suis dit, qu'est-ce que je cherche? Okay? Une fois que je sais c'est quoi que je cherche, ben, je vais pouvoir déterminer qu'est-ce que j'ai besoin pour faire le calcul par la suite. Okay? Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble ici. C'est justement de regarder qu'est-ce qui se passe lorsque je connais c'est quoi que je veux à la fin, puis de remonter tranquillement avec jusqu'au point où je sais, ok, je répète, je remonte pour savoir où est-ce que moi j'ai des données qui peuvent me permettre de faire un calcul. Ok? Donc je remonte de la fin vers le début. Donc puisque je sais que je veux calculer le delta T congélation, je vais regarder c'est quoi les calculs possibles pour déterminer le delta T congélation. Ce que je remarque, c'est qu'il y en a un qu'on connaît, c'est delta T congélation est égal à I fois K congélation fois la molalité. Donc le M ici en italique, c'est molalité, c'est pas masse. Donc faire attention de se souvenir de ça. Qu'est-ce que je connais de ce calcul-là? Je connais I. I, c'est 1. Pourquoi? Parce que l'éthanol n'est pas une molécule qui est faite d'ions. Si vous regardez CH3, CH2OH, il n'y a aucun métal là-dedans. Donc, il n'y a pas de composé ionique. Donc, vu que c'est une molécule faite à partir de juste des atomes qui sont des non-métaux,
qui font juste des liaisons covalentes, à ce moment-là, le I est égal à 1. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que j'ai un cas congélation. Le cas congélation dépend du solvant. Ici, c'est de l'eau. Donc, je vais utiliser le cas congélation de l'eau qui est de 1,86. Et la dernière chose qui me reste, c'est la molalité. La molalité, je ne la connais pas. J'ai à la calculer. Par contre, je connais une concentration. Ma concentration que j'ai, c'est 38,0 plutôt, % volume. Je dois la convertir, cette concentration-là, pour l'obtenir en molalité, qui est de mol par kilogramme, parce que je vais en avoir besoin pour faire mon calcul de delta T. Donc, je connais cette information-là, comme quoi je dois modifier ça. Pour y arriver, je vais utiliser évidemment les deux masses molaires, les deux masses volumiques, et la masse molaire. Okay? Donc ça, c'est d'autres informations qu'on nous a données. En fait, la masse molaire, c'est pas une information qu'on vous a donnée telle quelle, mais vous faites toujours la calculer. Mais la masse volumique, on vous a donné les deux masses volumiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 38% volume? Je vous rappelle, c'est 38 millilitres de votre ingrédient. Ici, c'est pas le CH3 COH, c'est le CH3 CH2. Je vais trop... j'ai copié-collé de l'autre numéro, c'est pour ça. Donc, c'est le CH3 CH2OH divisé par le 100 ml de solution qui est la vodka. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on va vouloir prendre les millilitres de CH3 CH2OH, puis on va vouloir les changer en quoi? En grammes. Pourquoi? Parce que moi, je veux des moles de CH3 CH2OH. Puis pour y arriver, il va falloir que je les transforme d'abord en grammes, puis après ça, en moles. Puis, pour ce qui est de 100 ml de solution, ben, il va falloir aussi que je l'amène en kilogrammes d'eau, par contre. Donc, il va falloir que je prenne les 100 ml de solution, je l'amène en grammes, qu'après ça, je retire la quantité qui correspond au soluté pour avoir juste le solvant, puis après ça, je vais le convertir en kilogrammes. Donc, qu'est-ce que je remarque, c'est qu'il va falloir que je change les deux en grammes. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais transformer. Donc, je vais faire... Moi, je traite toutes les informations ici, mais si vous voulez, vous pouvez faire juste la partie du haut en premier, puis après ça, la partie du bas. Donc, tout le numérateur, puis après ça, tout ce qui est par rapport au dénominateur. Là, ici, moi, j'ai mélangé un petit peu les choses lorsque je l'ai fait, mais si ça vous mélange, vous, lorsque vous allez tenter de faire l'exercice, vous êtes mieux de vraiment faire les choses de façon distincte. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est au numérateur, donc tout ce qui est par rapport à l'éthanol, le faire d'un côté, tout ce qui est par rapport à la solution et le solvant de l'autre côté. Donc ici, j'ai transformé les millilitres d'éthanol en grammes à l'aide de la masse volumique. Donc, la masse est égale au volume fois la masse volumique. Donc, 38 ml fois la masse volumique d'éthanol. Donc, faire attention, choisir la bonne masse volumique. Donc, ça me donne cette quantité-là. J'ai gardé un petit peu plus de chiffres significatifs, mais je sais que, normalement, j'aurais dû arrêter à 3. Donc, ça, c'est juste pour ne pas approximer trop rapidement lors de mes calculs. Je vais approximer seulement à la toute fin. Si vous approximez tout de suite, vous allez toujours avoir une valeur qui va être peut-être un petit peu différente à la fin, parce que vous avez approximé trop vite lors de vos calculs. Okay? Quand on a beaucoup de calculs, il faut approximer seulement au dernier calcul, mais je me laisse des traces de où est-ce que je devrais arrêter pour mes chiffres significatifs à chaque fois que je fais des calculs comme ça, intermédiaires. Donc, j'ai ma quantité d'éthanol. Maintenant, je vais faire la même chose pour la solution. Donc, je prends le volume de solution, c'est 100 ml, mais j'utilise la masse volumique de solution, donc qui est la suivante. Donc, ça me donne 92 grammes de solution. Donc là, j'ai mes grammes d'éthanol et de solution. Sauf que le nombre de grammes de solution, c'est pas ça que je veux. Pour calculer la molalité, il faut que ça soit le nombre de kilogrammes d'eau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais calculer la masse d'eau. La masse d'eau, c'est la masse de la solution moins la masse de mon ingrédient, qui est ici l'éthanol. Donc, je fais 92,0 grammes moins 29,982. Donc, ça me donne 62,018 grammes d'eau. Donc ça, j'ai la quantité en grammes d'eau, mais moi, je le veux pour la molalité en kilogrammes. Donc, je vais convertir le nombre de grammes en kilogrammes. Donc, fois 1 kg divisé par 1000 grammes. Donc, je divise la quantité de grammes par 1000 grammes. Ça me donne la quantité en kilogrammes pour l'eau uniquement. Donc, je ne veux pas toute la solution, je veux juste
c'est quoi ma masse d'eau en kilogrammes. Donc, c'est la suivante. Tout ce qui me reste à faire, donc ça, c'est ce que j'ai besoin pour la molalité, pour le dénominateur. Maintenant, le numérateur, il faut que ça soit le nombre de moles d'éthanol. Mais j'ai la masse d'éthanol que j'ai calculée ici. Donc, tout ce que je vais devoir faire, c'est une équation qu'on connaît déjà, soit la masse sur la masse molaire nous donne le nombre de moles. Donc, 29,982 grammes divisé par 46,08. Ça me donne 0,65065 moles. Donc, encore une fois, je garde un petit peu plus de chiffres significatifs, mais puisque j'avais 3 chiffres significatifs en principe, divisé par 4, mais je devrais garder en principe 3, mais j'en garde un petit peu plus, toujours. Le plus possible de chiffres, vous les gardez, mais vous conservez combien de chiffres significatifs vous devriez normalement vraiment conserver à chaque calcul, mais pour faire vos calculs, vous gardez tous les chiffres. Donc ça me donne le nombre de moles, je peux calculer la molalité. Donc ma molalité, c'est le nombre de moles d'éthanol divisé par le nombre de kilogrammes d'eau. Donc c'est ce que je viens de calculer divisé par le nombre de kilogrammes que je viens aussi de calculer d'eau. Ça me donne 10,49 moles par kilogramme comme molalité. Donc j'ai gardé un petit peu plus de chiffres, vous pouvez garder plus de chiffres si nécessaire, mais au moins un chiffre de plus que le nombre de chiffres significatif. C'est au moins ça que je demanderais pour essayer d'éviter de trop approximer. Okay? Mais vous pouvez en garder plus que ça. Vous pouvez en garder 2, 3, 4, c'est comme vous préférez. De plus que ce qui est nécessaire, ça veut dire au moins ici la quantité de chiffres demandés selon le calcul. Donc, on avait 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs. Donc, en principe, je devrais garder 3 chiffres significatifs, mais j'en ai gardé un 4e juste pour ne pas approximer trop rapidement. Une fois que vous avez la molalité, je vous rappelle, on a tout déjà décortiqué qu'est-ce qu'on avait à faire pour obtenir la température de congélation. Donc, on sait déjà qu'on va utiliser l'équation delta T congélation est égal à I fois K congélation fois la molalité. Donc, on sait déjà c'est quoi le I, on sait déjà c'est quoi le K congélation. Puis là, on vient de calculer la molalité, donc je vais l'utiliser tel quel. Donc ici, j'ai mon calcul, donc 1 fois 1,86 degrés Celsius par kilogramme par mol, donc ça c'est les unités de mon cas congélation, fois la molalité de 10,49 mol par kilogramme, ça me donne 19,5. Puis ici, puisque c'est pas mal vers la fin, là, je sais que ça ne changera pas si je garde plus de chiffres significatifs parce que je vais quand même devoir arrêter au 5. Donc ça me donne 0 moins 19,5 parce que ça, c'est pas ma température de congélation. Faites attention. Ça, c'est la différence de température de congélation. Je vous rappelle que la température de congélation abaisse lorsqu'on va mettre à l'intérieur un soluté. Donc, la température de congélation de l'eau, c'est 0, moins l'abaissement, qui est à 19,5. Donc, la température de congélation de la solution, c'est moins 19,5. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous laissez votre bouteille de vodka de 38% volume-volume à l'extérieur, en plein hiver, à moins 15 degrés, ça ne gèlera pas. Mais si vous êtes en bas de moins 19,5 comme température extérieure, puis que votre bouteille est là, ben, ça va commencer à geler. Okay? Donc ça, c'est votre température de congélation pour cette solution-là. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations à traiter parce que c'est beaucoup d'étapes, mais ça vous donne un petit peu un repère parce que c'est, comme je dis, l'exercice le plus difficile que vous allez retrouver ici dans les problèmes qu'on a à faire. Donc, suite à cet exercice-là, j'ai un petit peu une nouvelle chose à vous parler, soit la solubilité des gaz dans les liquides. Donc, c'est la dernière chose à voir dans cette capsule-là. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à la solubilité des gaz. Ce qu'on a vu dans la première capsule sur le chapitre 6, c'est la solubilité des solides dans les liquides. Ben, les gaz, eux, se comportent carrément d'une autre façon, totalement différemment des solides. Leur solubilité va vraiment être différente. En quoi les gaz peuvent être utilisés
pour faire des solutions. Mais vous avez quelques exemples ici. Vous avez par exemple le CO2 dans les boissons gazeuses. Il y a aussi le CO2 dans le champagne, par exemple. L'oxygène, le CO2 dans le sang. Vous avez l'azote, l'oxygène qui sont présents dans les eaux naturelles, donc dans les lacs, dans la mer, donc dans les océans. Vous avez le NH3 qui est présent dans les produits ménagers. Donc, c'est un gaz qui est solubilisé dans une solution. Vous avez le N2 aussi dans le sang. Donc, ça, c'est par rapport à, si jamais vous savez, là, pour l'azote, pour les plongeurs sous-marins, là, pour garder une pression de gaz qui est relativement la même, pour pas, lorsque vous remontez de plongée, pour pas que la pression dans vos poumons soit trop grande par rapport au changement de pression lorsque vous faites une remontée. OK, donc ça, c'est utilisé justement pour éviter ça, ce problème-là. Ce qui va être important, c'est que ça va dépendre de deux éléments particuliers. Ça va dépendre de deux choses, soit la température et la pression. Donc la solubilité des gaz dépend de la température, comme un petit peu les solides, sauf à l'inverse complètement des solides pour la température. Et vu que les gaz, on l'a vu, hein, c'est PV est égal à nRT, il y a aussi la pression qui joue un rôle très grand. Donc la pression va aussi être présente. La pression n'était pas présente dans le cas des solides parce que les solides, eux, il n'y a pas d'influence vraiment par rapport à ça. Donc une des choses que vous allez rencontrer, ben, dans les produits alimentaires, il y a beaucoup de CO2 qui va être utilisé pour rendre des boissons pétillantes, par exemple, donner un petit peu de pétillant. Donc, là, on va voir tantôt des exemples avec le CO2 dans le cola. On va en parler un petit peu plus avec les facteurs que je viens de vous présenter. Donc, le premier facteur, c'est l'influence de la température. Qu'est-ce qui arrive avec la température lorsque je la change? Donc, si je chauffe une solution, vous allez remarquer que la solubilité, donc là, vous avez ici votre solubilité, en milligrammes de gaz par 100 grammes d'eau. Donc, c'est vraiment plus faible que celle des solides. Mais ce qu'on remarque, c'est que si j'augmente la température, la valeur de solubilité diminue avec la température qui augmente. Donc, contrairement aux liquides, les gaz, eux, leur solubilité est diminuée avec la température. Donc, si je veux augmenter la solubilité d'un gaz, je dois diminuer la température. OK? Donc, la plupart des gaz sont moins solubles dans l'eau quand la température augmente. Donc, par exemple, si vous regardez les mers de régions froides par rapport aux régions chaudes, vous allez avoir plus d'oxygène dans les mers froides par rapport aux régions chaudes. Donc, ça va vraiment faire des différences sur la taille des poissons qui vont être dans les eaux froides par rapport aux eaux chaudes, puisqu'ils n'ont pas la même quantité d'oxygène qui est disponible dans l'eau pour eux. Donc, en général, plus la température augmente, moins le gaz est soluble. Donc, le contraire est vrai, ça veut dire que plus la température diminue, plus le gaz est soluble. Donc, vous pouvez vous noter là, température diminue, gaz plus soluble dans le liquide. Donc ça, c'est le premier facteur, la température. Le deuxième facteur qu'on va voir ensemble pour la solubilité des gaz, c'est l'influence de la pression. La pression, au fond, c'est comme essayer de pousser le gaz à l'intérieur. Okay? Parce que plus vous avez de pression, plus il y a de contact entre les molécules de gaz et le liquide. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que plus j'augmente la pression au-dessus du liquide, plus il va y avoir de gaz qui va rentrer à l'intérieur du liquide et se solubiliser. Donc, la solubilité par rapport à la pression du gaz qui est utilisé, elle est augmentée de façon directement proportionnelle. Envoyée d'une ligne droite pour NO, argon, O2, etc. Donc, peu importe c'est quoi le gaz, elle augmente pas mal de façon linéaire. Donc, ça veut dire que si j'augmente la pression, je vais augmenter ma solubilité de ce gaz-là dans le liquide. Il existe une façon de le calculer. Nous, on ne le fera pas. Là, on n'utilisera pas cette façon-là de le calculer. Mais si on garde une température constante, évidemment, parce qu'on sait que la température peut aussi influencer,
Donc, si j'augmente la température ou je diminue la température, ça va changer la solubilité du gaz. Mais si je garde la température constante, la solubilité d'un gaz est directement proportionnelle. Ça veut dire que si je j'augmente de 2 fois plus la pression du gaz, la solubilité va augmenter de 2 fois plus. Donc, ça suit vraiment de façon proportionnelle. Ça veut dire, à chaque fois que j'augmente d'une certaine quantité la pression, ça augmente de la même quantité la solubilité. Donc, en général, plus la pression augmente, plus plus le gaz est soluble dans le liquide. Il y a certains cas qui sont particuliers, qu'on ne verra pas vraiment beaucoup, mais la loi ne s'applique pas lorsque, par exemple, le gaz réagit avec le solvant. Donc, par exemple, du HCl réagirait avec le NH3, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va voir fréquemment. Mais ça peut arriver là, dans certains cas, juste vous assurer que quand vous voulez insérer un gaz dans un liquide, il n'y a pas de réaction qui va se faire. Généralement, si vous insérez du CO2 dans l'eau, il n'y a pas de réaction qui va se faire. Fait que la loi du fait que lorsqu'on augmente la pression du gaz, on le pousse à l'intérieur du liquide. Hein, vous mettez plus de pression, plus de poussée. Donc, ça va plus solubiliser parce que ça pousse le gaz à rentrer à l'intérieur du liquide de façon plus drastique. Donc, deux petits cas qu'on va regarder ensemble, c'est qu'est-ce qui arrive avec une bouteille de cola si on veut voir la quantité de CO2 dissous dans cette bouteille-là. On prend une bouteille, on va la mettre dans le frigo à 3 degrés Celsius. Puis on va prendre une autre bouteille qu'on va laisser à 25 degrés Celsius. Les deux bouteilles, imaginez-les, ils ne sont pas encore ouvertes. Qu'est-ce qui arrive pour la solubilité du CO2 dans la bouteille de 3 degrés par rapport à celle de 25 degrés s'ils sont à une pression atmosphérique similaire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été ouvertes. Toutes les deux, ils ont été embouteillées de la même façon. Quand je vais ouvrir la bouteille, qu'est-ce qui va se passer? La première chose que vous devriez vous demander, j'imagine que vous avez tous été dans une situation où vous avez ouvert une bouteille, que ce soit de cola, que ce soit, peu importe, de quelque chose qui contient du CO2, donc une eau pétillante ou quelque chose du genre. Une bouteille que vous avez laissée à froid, donc au frigo, puis imaginez la même chose quand vous l'avez laissée à la température de la pièce, donc autour de 25 degrés. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, la première chose que les gens vont remarquer, c'est que la bouteille qui est laissée à 3 degrés au frigo va faire moins de pression relâchée quand on va l'ouvrir. Hein? Ça va faire moins de pich quand on va l'ouvrir. Tandis que celle à 25 degrés, elle va relâcher plus de pression, plus de pich. Tout le gaz, lorsqu'on ouvre la bouteille, qu'est-ce qui arrive? C'est que le CO2 qui n'est pas solubilisé veut vouloir sortir. Donc, s'il y a plus de CO2 qui veut sortir, ben à ce moment-là, on va se retrouver avec un plus gros pich, justement, parce qu'il y a plus de CO2 qui tente de sortir. Pourquoi il veut sortir? C'est parce qu'il n'est pas solubilisé. Donc, celui à 25 degrés, plus qu'il y a plus de CO2 qui veut sortir tout d'un coup, parce qu'il y en avait moins dans la solution. Donc, c'était moins soluble à 25 degrés. Tandis que celui à 3 degrés devrait faire moins de pression qui veut sortir d'un coup parce qu'il y a plus de CO2 dans la solution en tant que telle. Évidemment, il va toujours avoir un petit peu de pression qui va sortir. Pourquoi? Parce que lorsque c'est embouteillé, vos bouteilles de cola ou toute autre bouteille de CO2, c'est pas vrai pour le champagne là, parce que c'est un petit peu un processus différent, mais toutes les bouteilles d'eau pétillante ou autres, où on insère du CO2 à l'intérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer du CO2 dans la bouteille. On va carrément faire brûler du CO2. Donc, ça veut dire qu'on insère de la pression de gaz, on pousse du gaz dans la bouteille, dans le liquide, puis on referme de façon à sceller correctement. Mais, si vous avez remarqué, dans les bouteilles, il y a toujours un espace en haut. Hein? L'espace où il n'y a pas de liquide, c'est de l'air. Mais dans cet air-là, okay, cet espace-là, il y a une grande pression de votre CO2 qui est là. Pourquoi? C'est parce on a poussé le plus possible de CO2 dans la bouteille lorsqu'on on l'avait dans l'industrie où elle a été produite.
pour le liquide qui se trouve à l'intérieur, on a poussé du CO2, puis on l'a fermé de façon hermétique pour justement pas laisser le CO2 sortir. Donc on a mis une grande pression de CO2. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand on ouvre une bouteille de CO2, on veut savoir qu'est-ce qui arrive. Si j'ouvre une bouteille, après quelques jours que je l'ai ouverte, cette bouteille-là, on dirait qu'il n'y a presque pas de CO2 qui reste dans le liquide. Hein? Votre cola va devenir flat, comme on dit en bon québécois. Donc, va se retrouver avec beaucoup moins de CO2 dans le liquide après quelques jours. Pourquoi? C'est parce que lorsque j'ouvre la bouteille, toute la pression de CO2 qui était excédentaire, qui avait été insérée lorsqu'on a produit le cola, ben, il est sorti. Tout ce CO2-là est sorti lorsque je l'ai ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a plus la même pression de CO2 dans le haut de la bouteille. Donc là, à ce moment-là, le CO2 qui se retrouve en solution, il n'est plus autant comme poussé à l'intérieur de la solution, parce que la pression, elle est changée au-dessus du liquide. Fait que le CO2 va vouloir commencer à sortir. Il va sortir, puis il va sortir du liquide, il va être au-dessus du liquide, dans la portion où il y a de l'air dans la bouteille. Hein? C'est pour ça que lorsque vous laissez la bouteille, même si vous la laissez au froid, puis que vous réouvrez la même bouteille quelques jours plus tard, il y a un autre psh qui se fait. Pourquoi? Parce que là, c'est tout le CO2 qui était resté dans la solution qui commence à sortir plus facilement. Parce qu'il n'est pas empêché. En fait, il n'y a rien pour l'empêcher de sortir vraiment. Toute la pression excédentaire qui était au-dessus du liquide est partie lorsqu'on l'a ouvert la première fois. Donc, pour résumer ce numéro-là, ces questions-là, je vous montre mes explications. Donc, à la même pression, le CO2, okay, pour la première portion, celle de la température, le CO2 est plus soluble à température froide. Hein, parce que les gaz sont plus solubles avec la température qui est plus basse. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de CO2 encore en solution dans le cola qui est conservé à une température de 3 degrés au frigo, comparé à un cola qui est laissé à la température de la pièce qui est d'environ de 25 degrés. Donc, il va y avoir plus de CO2 qui va rester dans votre cola lorsque vous laissez à une température plus froide. Donc, si vous voulez garder plus de gaz à l'intérieur d'un liquide pour une solution, vous voulez toujours la conserver à froid. L'autre portion, c'est lorsqu'on ouvre la bouteille de cola, tout l'excès de pression de CO2 qui est présent dans le haut de la bouteille sort de cette dernière bouteille. Donc, tout le CO2 va sortir. Puisque la pression est alors moins grande au-dessus, okay, le CO2, okay, là j'ai mal écrit, là, le CO2, je vais juste régler ça ici. Donc, le CO2 aura plus tendance à sortir de la bouteille pour occuper l'espace où l'air était présent dans la bouteille. Donc, le CO2 qui était soluble dans la solution va vouloir sortir de la solution puis occuper l'espace qui est au-dessus de la solution dans la bouteille, okay? L'espace où il y a de l'air. Pourquoi? Parce que là, il n'est plus retenu dans la solution, il n'y a plus de pression de CO2 au-dessus. Donc, c'est comme ça que, généralement, le CO2 était laissé à l'intérieur, c'était grâce à la pression, mais maintenant, il n'est plus gardé à l'intérieur parce qu'on l'a tout sorti lorsqu'on l'a ouvert la première fois. Donc, même si on essaie de refermer de façon le plus hermétique possible, il y a un espace dans la bouteille où le CO2 peut sortir. Il n'y a pas besoin de sortir de la bouteille tout de suite, il va juste s'accumuler dans le haut de la bouteille. Donc, c'est un petit peu un problème qu'on peut avoir, c'est qu'on n'est pas capable de refermer complètement. La façon qu'on peut de contourner ça, c'est de carrément, il y a certains appareils là, qui permettent de rajouter un peu de CO2 au-dessus dans les bouteilles lorsqu'on les a déjà ouvertes. Donc, de juste pousser un petit peu de pression de CO2 dans le haut de la bouteille pour essayer d'empêcher justement que le CO2 qui se trouve dans la solution, dans le liquide, puisse sortir. Si on pousse de la pression de CO2 gazeuse au-dessus du liquide, ça l'empêche de vouloir sortir parce qu'il y en a déjà plein de CO2 au-dessus. Donc, ça l'empêche de vouloir sortir de la solution. Donc, ça, c'est une façon de contourner justement ce problème-là.
Donc ça termine pour cette capsule. C'est une petite capsule un petit peu plus courte. Je vais garder ça assez court. Donc, ce qu'on a vu ici, on a vu l'exercice qui était un petit peu plus difficile. On a vu comment répondre à ce type d'exercice-là. Puis, j'ai montré les deux influences, soit la température et la pression, sur la solubilité des gaz dans les solutions. Donc là-dessus, je vais vous laisser pouvoir faire des exercices. Puis, on va se voir dans la prochaine capsule sur le chapitre 6. D'ici là, à la prochaine!